prévoir les changements climatiques et s'y adapter dans le Haut-Languedoc, car c'est dans le Haut-Languedoc qu'on va aller, avec Marie Lequienne du PNR, donc du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, et Raphaël Beck du CRPF Occitanie. Je crois que vous avez entre 20 à 30 minutes à vous partager tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer la présentation. On va faire cette présentation à deux voix avec Raphaël. Je commencerai en plantant un petit peu le décor, en vous présentant le contexte du Haut-Languedoc. Et puis Raphaël rentrera un petit peu plus dans le détail des actions du projet Forecast. Donc, le projet Forecast, l'objectif principal, c'est d'adapter les forêts du Haut-Languedoc au changement climatique. Donc, je vais vous planter le décor. Pour ce qui est de notre contexte territorial, on est un des parcs les plus boisés de France puisque 70%, 2 tiers de notre territoire est recouvert de forêts, avec 70% de ces forêts qui sont privées. La filière forêt-bois est un secteur économique assez important, vu que ça représente 2600 emplois avec environ 450 entreprises. Et on a des peuplements forestiers assez diversifiés, avec des feuillus majoritairement, mais aussi beaucoup de résineux. Et ces résineux sont issus notamment des plantations FFN qu'il y a eu voilà, dans les années 1900, enfin le siècle dernier. Une petite carte pour que vous vous rendiez compte un petit peu voilà, de la place que prend la forêt sur notre territoire. Voilà, tout ce qui est en vert, c'est de la forêt. Pour ceux qui ne connaissent pas notre territoire, à l'ouest, on a Toulouse, à l'est, on a Montpellier. Voilà, on est vraiment entre ces deux métropoles. Avec la Montagne Noire qui prend toute la partie sud du territoire. Une des caractéristiques assez importantes du Haut-Languedoc, c'est qu'on a une grande variété de climats. Ça se voit assez bien avec ces deux photos. En fait, pour vous expliquer un petit peu, ces deux photos ont été prises en février 2018. Celle de gauche que vous voyez, c'est un village qui s'appelle Roquebrun, qui est dans le sud du territoire, donc aux influences plutôt méditerranéennes. Et à droite, c'est une photo qui a été prise plutôt sur les plateaux, au lac des Saints-Pères. Et entre ces deux lieux où était prise la photo, on a à peu près 40 km à vol d'oiseau. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a voilà, une hétérogénéité assez forte des climats avec voilà, une rupture assez franche. Voilà, comme je vous disais, donc on a l'influence de 3 climats. Avec à l'est l'influence plutôt méditerranéenne et à l'ouest atlantique. Et puis au nord du territoire, on a cette influence montagnarde qui nous vient du Massif central. On voit une petite virgule au sud avec le climat montagnard. Là, on est sur la montagne noire en fait. Voilà, les résidus du Massif central, on va dire, sont là dans la montagne noire. Donc, on a effectivement une sensibilité qui est assez forte au changement climatique, puisque effectivement, on a le pied sur la ligne en fait. Le climat méditerranéen remonte et ça se voit, et ce qui rend la végétation très sensible aux sécheresses. Pour vous donner un ordre d'idée, alors au début du projet, on a fait une analyse des orthophotos en fait, pour essayer de voir s'il y avait effectivement des traces de dépérissement. Donc là, sur cette photo, c'est assez parlant. Une orthophoto en 2001, une en 2003, ce sont des peuplements d'une plantation de Douglas. Et vous voyez qu'on observe des taches de dépérissement. Donc ça, c'est suite à la canicule et à la sécheresse qu'il y a eu en 2003. Donc, suite à cette campagne d'analyse d'orthophoto, on s'est rendu compte que 65% des peuplements de Douglas du territoire présentent des traces de dépérissement. Donc, ça ne veut pas dire que 65% sont dépérissants, mais en tout cas, on observe dans ces peuplements des bouquets de dépérissement. Donc ça, c'était suite aux événements marquants de 2003, mais ce qu'il faut garder en tête et ce qu'il faut se dire, c'est que cette sécheresse, cette canicule était exceptionnelle en 2003, mais que si on
on prend en compte les, les prédictions du climat que nous font les climatologues dans les 20 à 30 ans, c'est que ces canicules et sécheresses, ça deviendra la norme en fait. Donc c'est pourquoi c'est important de s'en préoccuper dès maintenant. Donc pour vous résumer ce que je viens de vous dire, on a vu que dans le Haut-Languedoc, on a une forêt qui domine le territoire, qui est aussi une source d'emploi très importante et non négligeable, avec qui est un espace naturel important parce qu'on a aussi beaucoup de sites Natura 2000, les SNIEF, etc. Et cœur de biodiversité qui se trouvent en forêt, avec une sensibilité qui est assez forte face au changement climatique, étant donné de cette diversité de climat que l'on a. Ce qui nous amène à se dire qu'il y a effectivement une nécessité d'adapter localement la forêt au changement climatique. Et cette nécessité est pressante, en fait, vu qu'on observe déjà des dépérissements. Donc, j'en ai fini un petit peu avec le contexte local. Je vais passer à l'avant forecast. Il y a un petit historique, en fait, avant de se dire on va faire un projet comme forecast qui est assez gros. C'est que depuis 2009, le parc anime une charte forestière. Et donc, dans cette ancienne charte qui était animée de 2009 à 2015, il y avait la volonté de créer un atlas pédoclimatique, où l'idée, c'était de créer un outil pour l'aide au choix des essences et des itinéraires sylvicoles qui seraient adaptés aux conditions pédoclimatiques et au changement climatique. Donc, l'idée, voilà, c'est de réaliser un outil d'aide à la décision et de mettre à disposition facilement ces informations aux propriétaires et gestionnaires qui voudraient s'en servir. Donc ça, c'était la première idée. Et finalement, on s'est dit que ça serait bien d'aller voir un petit peu plus loin. Et c'est là qu'est né le projet Life Forecast. Donc, le parc et le CNPF sont partis chercher des financements Life pour faire naître ce projet, où l'objectif principal, c'est d'adapter, bon, je pense que vous l'aurez compris, mais d'adapter nos forêts localement au changement climatique, avec comme cible les gestionnaires et les propriétaires forestiers, où l'idée, c'était d'intégrer dans la prise de décision les critères basés sur les scénarios de changement climatique pour qu'ils puissent adapter leur stratégie de gestion. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé de 2016 à 2020. Il est maintenant terminé. Il est maintenant terminé. Le CNPF continue à suivre les essais qui ont été faits, mais on ne dispose plus de financement spécifique pour ce projet-là. Donc, c'est un projet qui a été financé à 60% par le LIFE et avec des financeurs publics classiques, la région et les 2 départements que nous avons sur le territoire du parc. Et le parc, le CNPF et Alliance ont participé aussi au financement de ce projet. Avec, voilà, comme bénéficiaires, le parc coordonnait le projet, mais nous n'étions pas seuls, évidemment. C'est un projet qui s'est fait avec le PNR, le CNPF et Alliance Forêt-Bois. On a eu aussi des partenaires techniques qui sont intervenus chacun dans leur domaine de compétences. Donc voilà, donc on a AgroParisTech, l'ENSAT, l'INUC, l'INRA, l'IGN, Météo France. Bon, je passe assez rapidement là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, il y avait l'idée de Forecast, c'était d'aller voir un peu plus loin avec différentes actions. Raphaël vous parlera plus en détail de certaines de ces actions, avec notamment donc, la gestion adaptée des peuplements existants, les outils d'aide à la décision, où on a créé en fait une application mobile. Donc Raphaël vous rentrera plus dans les détails. Il y avait aussi des actions pour faire des reboisements adaptés au changement climatique, un plan d'action pour anticiper les crises, et puis après des actions un peu plus d'accompagnement, mais qui ont toute leur importance dans ce genre de projet, où on a créé des outils de communication, on a fait tous les ans une enquête de perception du changement climatique pour
pour sonder un petit peu les habitants et les forestiers de notre territoire pour savoir si effectivement ce changement climatique était ressenti et s'il y avait nécessité d'agir pour eux. Et puis, heu et puis tout ce qui est un petit peu réseautage aussi avec l'organisation, la participation à des événements. Hem, donc je suis passée assez vite sur ma présentation. C'était plus pour planter le décor. Je vais laisser la parole à Raphaël qui va rentrer un petit peu plus dans le détail des actions. Alors je vais arrêter mon partage d'écran du coup et Raphaël, je te laisse la parole. Euh, Oui, merci Marie. Bonjour à tous. J'espère que le partage fonctionne bien. J'ai l'impression que oui. Donc, je vais rentrer effectivement. Donc, moi, je travaille au CRPF Occitanie, donc comme Emmanuel Rouillet juste précédemment. Et je vais rentrer un petit peu dans le détail de deux actions principales techniques menées dans le cadre du projet Forecast et vous présenter un petit peu les aspects pratiques. Donc, la première sur la création d'un outil de diagnostic et d'évaluation des risques qui soit disponible sur le terrain. Un outil qui a vocation à permettre l'anticipation des risques dans la gestion. Et puis la seconde phase sur tout un réseau d'essais sylvicoles, de mise en œuvre en fait de pratiques d'adaptation qui ont pu être réfléchies et testées grandeur nature sur le terrain. Donc première partie, cet outil d'évaluation des risques. L'enjeu, il est au niveau de l'anticipation de la gestion sylvicole pour minimiser les risques et pour éviter éventuellement, si possible, des crises telles qu'ont pu être présentées. J'arrive si c'est bon, c'est passé à la diapo suivante. Cet outil, donc on l'a appelé Forecast by BioClimSol. C'est un outil qui veut d'aide à la décision, qui prenne en compte la vulnérabilité des espèces et des essences dans un contexte climatique changement à travers le risque de dépérissement. Et cet outil, il repose sur des études qui ont été conduites depuis une dizaine d'années au niveau du CNPF, les études BioClimSol. Peut-être que plusieurs d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ça fait une dizaine d'années que cette idée d'intégrer les modèles de changement climatique dans des modèles de risque est née. Et donc, sur les 10 dernières années, il y a eu plus d'une trentaine d'études spécifiques qui ont été agrégées maintenant dans cet outil disponible sur le terrain. Dans le cadre du projet Forecast, localement, on a conduit des études complémentaires en fait, pour préciser vraiment ce qui avait pu être fait au niveau national dans le contexte spécifique du Haut-Languedoc. Et donc, je vous en toucherai deux mots également. Cet outil, il a plusieurs facettes. Alors, c'est un outil qu'on voulait accessible directement sur le terrain pour faire du diagnostic au niveau de la parcelle, réfléchir aux stratégies d'adaptation qu'on pouvait éventuellement mettre en œuvre. Donc, il est sous forme d'application mobile. Et puis, l'intérêt de la diffusion d'un tel outil, c'est aussi que les données qui vont être collectées par les utilisateurs, ils auront le choix, la possibilité de les renvoyer et qu'on les réutilise dans une amélioration des modèles, donc des modèles qui vont être évolutifs et collaboratifs. Cet outil, il se base sur des cartes de vigilance climatique. Ça a été présenté un petit peu précédemment dans le cadre du projet pyrénéen. Il intègre des modèles de changement climatique. Là aussi, on en a touché quelques mots précédemment. Les modèles sont divers. Déjà, les scénarios du GIEC sont divers. Les modèles derrière d'impact au niveau du climat sont variés. Donc, dans un premier temps, on est resté assez simple et les modèles qui sont intégrés sont des modèles d'évolution des températures à plus 1 degré Celsius et plus 2 degrés Celsius dans les températures moyennes. Ça peut sembler assez simple, mais en même temps, si on ne veut pas multiplier les divergences liées à l'utilisation de modèles, il a bien fallu trouver une stratégie pour rester assez simple.
Cet outil, il va intégrer le climat et puis prendre en compte tous les effets de compensation qui peuvent exister sur le terrain localement, que ce soit des effets de versant, des effets liés aux caractéristiques du sol et qui vont permettre une compensation en fait de la contrainte climatique. Il va se baser, donc je l'ai dit, sur le risque d'observer des pertes de vitalité, du dépérissement. Donc c'est principalement ce risque-là qu'on va cibler. Et puis une petite particularité, il va travailler aussi sur le niveau de résilience. Alors c'est un petit peu à part, c'est pas directement inclus dans l'application mobile, mais c'est plutôt à travers les recommandations de gestion qui peuvent être formulées en parallèle. De faire un diagnostic également sur non seulement sur le risque, mais aussi sur la résilience possible du peuplement. Comment ça se présente concrètement? Donc, je vous l'ai dit, les données climatiques sont intégrées, elles sont embarquées en fait dans l'application mobile. Alors, c'est peut-être pas la meilleure représentation ici à gauche, mais la possibilité est de télécharger en fait toutes les données climatiques en amont du diagnostic sur le terrain, pour les avoir aussi disponibles hors connexion. Donc, ça se passe par secteur. On va télécharger les données sur le secteur qu'on veut étudier. Et puis, sur le terrain, on va avoir toute une gamme de données, que ce soit de la description dendrologique du peuplement, la description des sols, l'état sanitaire actuel du peuplement, le contexte topographique. Donc, tous ces éléments qui sont à renseigner, qui sont en fait une analyse stationnelle locale, vont permettre de rentrer en fait des facteurs de compensation ou des facteurs aggravants du climat. Et donc les résultats ensuite seront présentés par essence avec des niveaux de vigilance pour les différentes essences sur lesquelles on a des modèles. Un petit peu plus profond dans le cœur de l'outil, donc qui repose sur les modèles BioClimSol, je vous l'ai dit. Comment ça se présente? Un modèle, il va concerner une essence. Donc, il va y avoir un modèle spécifique par essence, sachant que chaque modèle repose sur plusieurs études régionales. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche. Pour créer un modèle, il va y avoir un ensemble de placettes, un ensemble d'études qui vont être réalisées sur une essence dans différents contextes géographiques et donc climatiques. Et à partir de ces placettes, on va chercher à établir un modèle qui explique le dépérissement ou l'état sanitaire observé. Et donc, ce modèle, ce sera une combinaison de données climatiques, de données liées au sol, de données liées à la topographie, éventuellement de facteurs biologiques qui peuvent accentuer le dépérissement. Et donc, ce modèle embarqué dans l'application va pouvoir être utilisé localement sur la base des données climatiques qu'on a sur notre point de diagnostic et sur la base de toutes les données stationnelles qui vont être recueillies par l'utilisateur. Ce qui va ressortir, c'est un niveau de vigilance, donc qu'on a voulu assez simple finalement, c'est une note de 0 à 10 et donc qui va aller d'une vigilance très modérée à une vigilance maximale. Actuellement, on a ces modèles disponibles pour 8 essences, avec une particularité pour le châtaignier où il y a deux modèles finalement, puisqu'on a des fonctionnements très différents en contexte montagneux et en contexte de plaine, plutôt sur les versants océaniques, sur la façade océanique, pardon. Et puis, il y a 4 ou 5 essences qui sont encore en cours de travail où on est en train d'établir le modèle. Alors, une attention à ce stade, la vigilance, je vous ai dit que les résultats, c'était des niveaux de vigilance par essence. La vigilance n'est pas équivalente au dépérissement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question qui était posée tout à l'heure. Pourquoi on fait des modèles si on n'arrive pas à prédire le dépérissement? C'est pour intégrer justement la notion de risque dans la gestion et réfléchir aux stratégies d'adaptation et aux différentes stratégies qu'on peut avoir quand on est dans une vigilance forte. Une stratégie, ça peut être du suivi plus poussé des peuplements, plus régulier, notamment pour détecter des premiers signaux d'entrée de crise. On n'est pas rentré dans les détails du fonctionnement d'une gestion de crise, mais il y a tout un volet important qui est détecter les premiers signes avant-coureurs d'une crise. Donc, on va peut-être
rechercher ces signes plus plus en détail dans des zones où la vigilance est forte, même si on n'est pas sûr qu'il y aura des dépérissements. Et puis des modèles qui prédisent le dépérissement, on n'est pas capable d'en réaliser, on ne comprend pas tous les phénomènes, et le principe d'un modèle, c'est d'être toujours faux. Je vous ai mis cette petite affirmation. On ne pourra pas prévoir dans tous les cas les dépérissements à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. On pourra simplement, sur la base de ce qu'on connaît déjà, évaluer des risques et donc anticiper des gestions adaptatives face à ces risques. Ce qui est important aussi, c'est de regarder l'état du peuplement actuel. Quand on va être dans des notes de vigilance très élevées, si le peuplement est complètement sain, c'est ce que je vous disais, on va peut-être renforcer la stratégie de suivi, avoir un suivi un peu plus poussé. Est-ce qu'il y a des signes de dépérissement qui commencent à apparaître? Mais on va forcément remettre en cause tout de suite toute la gestion de ces types de peuplement. On va se poser aussi la question, par exemple, de savoir s'il y a des facteurs prédisposants. Ça a été évoqué en début de matinée. On a une vigilance très forte, mais est-ce que mon peuplement en lui-même, de par sa nature, sa structure, les conditions, est plus ou moins prédisposé au dépérissement? Je vous ai dit qu'on avait seulement un nombre d'essences limité, 8 essences qui bénéficient aujourd'hui de modèles type BioClimSol. On a voulu aussi pour d'autres essences, intégrer un maximum d'informations dans l'application, notamment pour la question des reboisements. Donc pour des essences qui n'ont pas fait l'objet d'études spécifiques, on ne peut pas grouper les différents facteurs, à savoir climatiques, les facteurs liés au sol, les facteurs liés au contexte topographique. Donc ça a été intégré, mais pas de manière agrégée, sur la base donc de modèles de niche climatique. La question qui va être posée, c'est est-ce que les conditions climatiques localement correspondent à la niche, donc celle qu'on trouve dans l'aire de répartition de l'essence. Et puis on va travailler avec un système de facteurs limitants. Est-ce que dans le sol, par exemple, il y a certains aspects qui vont être gênants pour l'espèce, qui vont potentiellement faire qu'elle est mal adaptée ou qu'elle risque de plus subir des stress climatiques à l'avenir, etc. Donc ça peut sembler un petit peu plus précis que notre note de vigilance qui intègre dans une seule note de 0 à 10 tous ces paramètres, mais finalement, on a ici quelque chose de dégroupé, donc qui ne tient pas compte en fait des interactions entre ces différents facteurs et des effets de compensation qu'il peut y avoir. On va savoir qu'on est plutôt dans le cœur de la niche climatique, mais qu'on a des facteurs limitants. On va s'interroger, mais on ne saura pas prédire si ces facteurs sont très impactants et donc que le risque est élevé, ou finalement peu impactants pour cette essence à cet endroit. Localement, je vous ai dit qu'on a conduit quelques études complémentaires. On vous perd, Raphaël Beck. Les choses. Là, on vous perd complètement. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, oui. Ouais, peut-être couper la caméra Il y a comme tout à un l'heure souci. pour peut-être un souci de connexion chez vous. Voilà, peut-être sans la caméra, ça me laisserait un peu de place pour la bande passante. D'accord, désolé. Oui, j'ai coupé la caméra. Donc, je vous disais, oui, des études complémentaires localement qui ont été conduites dans le cadre du projet. Marie vous l'a dit, il y a un enjeu spécifique sur le parc naturel du Haut-Languedoc au niveau des habitats Natura 2000. Donc, on a fait une étude spécifique sur la vulnérabilité du hêtre dans les habitats Natura 2000. Et puis, quelque chose d'intéressant parce que c'est assez innovant, c'est une étude sur les sols profonds. Donc, pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau du réservoir utile en eau, mais en profondeur. C'est une donnée qu'on a beaucoup de mal à intégrer en forêt, puisque quand on regarde même avec une pioche et une tarière, on a au mieux 1 mètre de sol qui est prospecté. On sait que le réseau racinaire va beaucoup plus loin et qu'il peut y avoir des choses qui se jouent beaucoup plus en profondeur, d'utilisation de l'eau, notamment
en contexte de sécheresse. Et donc, il y a 100 fosses qui ont été réalisées dans le cadre du projet, réalisées, décrites au niveau des sols, de leur texture, de leur capacité à retenir l'eau et puis de l'enracinement. Et donc, ça nous a permis de beaucoup mieux intégrer dans les modèles, sur les sols du Haut-Languedoc, tout du moins, la capacité du sol à compenser les effets d'un climat sec. Alors, très rapidement, les perspectives. Aujourd'hui, l'outil, il y a eu des formations et une diffusion sur le Languedoc, donc qui est territoire pilote. Très récemment, au début de l'automne, des formations dans les régions des référents des CRPF. Et donc, on irait bientôt vers une diffusion au niveau national, mais qui va s'organiser petit à petit et qui n'est pas encore prête aujourd'hui. Deuxième partie, je vais accélérer un petit peu pour présenter les essais d'adaptation qu'on a conduits. Donc là, mise en œuvre très concrète sur le terrain de solutions, d'anticipation des risques, de réflexion sur la gestion sylvicole. 24 essais qui ont été installés, qui ont été mis en place avec un suivi à long terme qui est programmé, une vocation expérimentale bien sûr, mais aussi démonstrative. On a cherché des schémas qui étaient classiques, on va dire, sur le territoire du Haut-Languedoc, pour aussi tester des sylvicultures un petit peu d'adaptation innovantes et que ce soit parlant en formation ou en sensibilisation. Ces 24 essais, ils sont répartis en 2 catégories, des essais en plantation et des essais dans des peuplements déjà existants. Donc, je vais rentrer rapidement dans les détails. En plantation, une première question, c'était quelles essences adapter? Est-ce qu'on doit commencer à réfléchir à de nouvelles essences qui sont rarement introduites dans ces forêts-là? Et donc, on a mis en place 3 arboretums. Alors, sur les 3 grands climats qu'a présenté Marie précédemment, donc à l'est en méditerranéen, au nord en climat plutôt montagnard et à l'ouest sous influence océanique, où on a cherché à tester les mêmes essences. Les mêmes unités génétiques même, puisqu'il y avait la provenance des plants qui étaient étudiés. L'idée, c'était qu'on a besoin de connaissances pour savoir si ces essences peuvent être conseillées par la suite en plantation, si elles semblent bien adaptées au climat et au sol du Haut-Languedoc. Je ne rentre pas dans les détails de ces essences, il y a les informations sur cette diapositive et en ligne. Les arboretums, concrètement, ça ressemble à ça, donc des blocs d'essence qui sont répétés 3 fois pour tenir compte de la variabilité stationnelle locale, très localisée qu'il peut y avoir. Et puis au niveau de la préparation, on a travaillé de la même manière sur tous les sites, donc avec un broyage en plein, des préparations au potet, des protections individuelles des plants pour éviter tout dégât. La deuxième catégorie, donc des plantations en mélange. Alors pourquoi des plantations en mélange? Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes quant à la réussite des plantations. On sait que potentiellement les plantations monospécifiques peuvent constituer des risques et donc la recherche nous montre qu'il y a des intérêts différents dans le mélange d'essences, au niveau de l'utilisation différenciée des ressources et donc de l'augmentation de la productivité qui peut en découler. Un effet d'assurance naturellement en multipliant les essences objectifs et puis toute une série d'effets liés à la diversité, la biodiversité, la résistance aux pathogènes qui peut être améliorée, etc. Pardon, ça va un peu vite. Sur ces essais, on a cherché à diversifier, par exemple, les schémas de plantation. Ici, vous avez un exemple où on a fait de la plantation pied à pied et en ligne de Douglas, de hêtre, avec une diversification en érable sycomore. Donc, comparer la réaction des plants selon la manière dont on va les mélanger et les associer sur le terrain. On a aussi testé différentes associations d'essences. Là, on est sur des schémas plutôt par bouquet de 25 ou d'une centaine de plants, où on a associé une essence A avec 2 autres essences. Donc à gauche, le hêtre oriental, d'un côté avec le salzman, de l'autre côté avec le sapin de Born-Müller. À droite, le cèdre, dans une partie avec le tilleul, dans une autre partie avec le hêtre oriental. Donc afin de voir s'il y avait des différences derrière
des différences de bénéfices en fonction de l'association choisie. 9 essais également donc sur des peuplements en place, donc plutôt en termes sylvicoles. Alors pourquoi? Parce que, pour faire face à des risques de sécheresse plus intenses et plus fréquentes, des événements climatiques extrêmes potentiellement plus fréquents et des risques sanitaires qui évoluent, on en a déjà parlé, et qui seront probablement accentués. Une partie de ces essais a été voulue dans les jeunes peuplements avec un travail sur l'amélioration du bilan hydrique, des pratiques économes en eau, en travaillant sur les éclaircies, les conduire de manière précoce, d'intensité variée, la désignation précoce et l'élagage. Ces essais, donc dans des peuplements plutôt jeunes, je vous l'ai dit, on a 3 exemples de Douglas, Cèdre et Mélèze autour de 20-27 ans. Et puis, dans le Norman, alors une petite particularité, mais sur le Haut-Languedoc, on a beaucoup de peuplements de ce type-là en retard d'éclaircie, donc ça nous intéressait quand même de faire une première éclaircie, même si le peuplement était plutôt âgé. En comparaison donc à des parties qui sont non éclaircies, donc qui sont des témoins, et puis des modalités d'éclaircie différentes avec de l'éclaircie sélective, du détourage, des intensités différentes dans les différentes parties expérimentales. Dans les peuplements plus adultes et matures, on a travaillé sur l'atténuation des risques à long terme, et donc ça passait notamment par une anticipation, donc un travail sur l'état sanitaire du peuplement et une anticipation également du renouvellement. Quelques exemples, dans une hêtraie où on a cherché à obtenir un renouvellement, plutôt sur le mode d'une futaie régulière, dans une autre partie plutôt en irrégularisant le peuplement, et avec une partie où on a contrôlé, et arraché en fait le sous-étage de houx qui peut être bloquant pour la régénération. Dans du taillis de châtaignier, la conduite d'éclaircie avec ou sans réserve, par trouée, plutôt par, balivage classique qui seront comparés. Et puis, localement, à droite, des essais d'enrichissement, donc de création de trouées pour obtenir une régénération, certaines avec un enrichissement dans une autre essence, d'autres non. Enfin, 3 essais, je vous l'ai dit, une attention spécifique sur les habitats d'intérêt communautaire, donc en 2000, donc dans la hêtraie à 6 fils à houx, un essai sur du taillis, un essai en futaie adulte où on avait un sous-étage de sapin pétiné où on va essayer de conduire le ou être, pardon, Oui, si Raphaël Beck, 2 choses, actuellement on est on en n'a pas train de de régénération Raphaël Beck, naturelle. pardon, je vous coupe, 2 choses, on est de nouveau en train de vous perdre et il faut vraiment que vous passiez la parole pour qu'on puisse poser les quelques questions qu'il y a à poser. Mais, C'est ma surtout dernière. d'accord, super, pardon. Et donc le troisième, dans une futaie plus mature, où on a encore travaillé sur le contrôle du sous-étage pour obtenir une régénération. Voilà, donc tous ces essais, seront suivis bien sûr dans le temps. Je l'ai déjà un petit peu dit, il y a des suivis, classiques dendrométriques, des suivis spécifiques liés à la biodiversité qui ont été pas mal creusés dans le cadre du projet, et puis une attention aussi sur le développement justement du risque incendie. On a monté un protocole pour évaluer si, ce risque évoluait, pardon, au cours de la gestion. Actuellement, on est en train de faire la synthèse des premières années de suivi. Certains essais ont 3 saisons de végétation, et donc les premiers résultats vont être décrits et publiés dans le courant de l'année prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et on peut passer aux questions. Merci beaucoup Raphaël Beck, voilà, pardon de vous avoir, speedé sur la fin. D'autant plus qu'il y a déjà une des questions à laquelle vous avez répondu en toute fin de en toute fin de présentation. Jocelyn vous demande quand même si cet outil, est disponible sur smartphone? Oui, bien sûr, l'outil est disponible sur smartphone et tablette, peu importe. D'accord, donc trouvable facilement, enfin? Alors non, aujourd'hui, il est pas du tout, diffusé, librement, via les plateformes, habituelles. C'est un petit peu le même principe. On le diffuse dans le Haut-Languedoc après formation, et il commence à se diffuser donc régionalement via les correspondants des CRPF.
mais la stratégie en dehors du Languedoc, pour l'instant, n'est pas complètement arrêtée. D'accord. Une question quant à l'utilisation du sapin de Turquie en plantation. Est-ce que ça ne serait pas problématique par rapport à son hybridation avec le sapin pectiné local? Nous demande Alexis. Alors si, bien sûr, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Donc là, on est dans un cadre d'essai expérimental, contrôlé. Je ne l'ai pas précisé, mais avant de définir tous ces essais, on a réuni quand même pas mal d'experts. Marie vous a dit qu'il y avait pas mal de partenaires techniques, dans ce projet, même s'ils n'étaient pas directement impliqués. Et donc toutes ces questions sur les choix d'essence ont été débattues. Hem Il y a d'autres programmes qui s'intéressent à ces risques d'hybridation. Nous, on commence les tests au niveau très très local et expérimental. Avant de l'introduire, on va dire, massivement, effectivement, il y aura d'autres réflexions, à conduire. Merci beaucoup, Raphaël Beck. Alors, on va passer à l'intervenant suivant. Et l'intervenant suivant va nous parler de la sylviculture irrégulière et proche de la nature pour mieux s'adapter. C'est Max, je suis désolé pour la prononciation du mot, j'espère ne pas vous l'écorcher. Bruciamachi, vous êtes d'AgroParisTech, oui. Oui, Ah, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas bonjour. si... On me glisse qu'il y a peut-être d'autres questions, c'est ça? Lucille qui sont en train d'arriver. Bon, au pire, vous restez avec nous, Raphaël Beck. Oui, bien sûr, Ou s'il y a d'autres questions, on vous les posera après l'intervention de Maxime. entendu. Voilà. Allez, je laisse le micro. Oui, Max? Ah, on vous a perdu, Max. Hop. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend et on vous voit, ça y est. Ok, super. Donc, je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pas encore. Pas encore. Bah, pendant que vous êtes en train de le faire, toujours pour Raphaël, il y a une question qui prolonge la question par rapport au sapin de Turquie, mais juste, je l'avais sous les yeux, elle a échappé à ma vue. Même question avec le hêtre d'Orient. Qualité du bois, des pathogènes sur Fagus sylvatica. Voilà, c'est un peu la même question qui prolonge celle du sapin de Turquie, ce que je disais, Raphaël Alors, Beck. qualité du bois, localement, on n'aura pas de réponse sur notre capacité à conduire des bois de qualité, tant qu'on n'aura pas testé, j'ai envie de dire. Et ce sera intéressant justement de comparer, au hêtre commun, donc Fagus sylvatica. Concernant les pathogènes, je comprends pas bien la question. Est-ce que parce que a priori, le fait d'introduire un autre être ne devrait pas spécialement introduire des pathogènes, à moins qu'ils soient plus sensibles. Effectivement, c'est une question que j'ai pas creusée, qu'il faudrait voir avec le département santé des forêts peut-être. Cette hybridation, demande Laurent, ne serait-elle pas souhaitable sur les secteurs où le pectiné est en souffrance? C'est bien sûr une option. Toute la question de stratégie, devra être réfléchie, par en concertation avec pas mal de monde, au niveau scientifique. C'est une piste d'adaptation, bien sûr. C'est ce qui s'est toujours fait, on va dire, dans l'évolution des espèces, des hybridations, des brassages génétiques. Donc c'est une piste. Après se pose la question en parallèle bah, de la conservation des essences, autochtones, et de leur capacité génétique. Est-ce qu'on risque plus de perdre certains aspects, en hybridant ces 2 sapins que de gagner des capacités d'adaptation? Il y a toute une réflexion à conduire, oui. Vu le contexte de changement climatique rapide à l'échelle de la vie d'un arbre, comment utiliser les observations suite aux plantations des années 2010? Ces observations ne seront-elles pas périmées quand elles arriveront? Alors elles seront pas on sera jamais suffisamment à jour
En fait, on demande des réponses maintenant qu'on ne peut pas avoir à l'échelle du temps forestier. Donc, il faut bien lancer des essais à un moment ou à un autre. Ça, c'est la réponse pragmatique. Après, on peut avoir des réponses assez rapides. Par exemple, dans les arboretums, on a introduit des essences entre guillemets «nouvelles», en comparaison à des essences qu'on connaît mieux sur le territoire, qu'on connaît déjà. Donc on verra dans les premières années si, par exemple, il y a des différences marquées dans la croissance, dans l'état sanitaire, dans le fait que les plants manquent ou pas d'eau dans les premières strates du sol, etc. On aura des premiers éléments de réponse. Ça ne présagera pas, évidemment, de leur capacité à 50, 60 ans à subir d'autres stress différents. Toujours des questions pour Raphaël Beck. Alors, n'existe-t-il pas des arboretums déjà en place au 19e siècle pour regarder sur les 100 ans passés la réponse des arbres? Si, on en a. Ça fait l'objet de travaux en parallèle. Après, c'est généralement pas suffisant parce que très localisé et pas forcément dans les mêmes conditions que ce qu'on peut rencontrer dans tous les territoires. Donc, c'est toujours très intéressant de les regarder. D'ailleurs, on y travaille sur les sapins méditerranéens, par exemple, avec Caroline Saintonge Scotty, qui Mmh. interviendra cet après-midi. C'est elle qui vous pose la question, hein, pour pas la dénoncer. Donc, Sophie vous demande quelle est la durée des tests sur les sapins méditerranéens, la fructification n'arrivant qu'au bout d'une dizaine d'années? le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on a mis en place ces plantations, on a prévu de les suivre sur au moins 10 ans, justement. C'est difficile, en forêt privée de conventionner sur beaucoup plus longtemps, surtout sur un si grand nombre d'essais. Après, ces sites, seront pas perdus, ils seront archivés et puis ça dépendra aussi de nos capacités de suivi dans les établissements publics, du temps qu'on peut y consacrer. Aujourd'hui, la donnée, elle est déjà publique. Si aussi des organismes de recherche voulaient faire des suivis complémentaires, par exemple, aller observer d'autres choses qu'on n'a pas forcément relevées, c'est tout à fait possible. On communique les localisations des sites, et nos données, donc le plus longtemps possible, évidemment, tant qu'on D'accord. Allez, la petite dernière pour vous. Du coup, je crois que Max Pruchiamati et Machi est prêt, mais comme il n'y en a plus qu'une, testez-vous les provenances d'essences autochtones adaptées à des milieux secs avant de tester les allochtones, on dit? D'accord. Oui, ce qui a été fait dans les arboretums, effectivement, c'est de prendre des provenances, généralement les plus méditerranéennes, possibles. Après, ça reste dans le cadre des plants qu'on peut trouver, en pépinière et donc qui sont référencés. D'accord. Bon, et Sophie corrige la question, mais c'était écrit comme ça, hein. Moi, j'avais que la fructification, c'est une dizaine d'années. Elle corrige en disant c'est de plusieurs dizaines d'années, pas d'une dizaine d'années. Voilà.